Bonjour et bienvenue à Question d'actualité. Le projet de loi 1 au sujet d'une constitution québécoise fait jaser. Plusieurs s'y opposent déjà, quoiqu'on en parle relativement peu. Donc, le débat public sur ce projet de loi reste minime. Que devons-nous en comprendre? Pourquoi proposer une constitution et à quoi servirait-elle pour le Québec? Notre invité Marc Chevrier, professeur au département de sciences politiques de l'Université du Québec à Montréal, signe un texte sur la question intitulé Le Québec dans l'Union canadienne à propos d'une constitution prétendue disponible sur le site de l'Agora, soit l'agora.qc.ca. Monsieur Chevrier, bonjour et bienvenue. Bonjour. Mentionnons aussi votre dernier essai intitulé Les religions auprès de la cité, le droit politique de la laïcité aux éditions Mediapol, livre qui a été publié récemment. Avant toute chose, j'ai l'impression qu'on parle, comme je l'ai mentionné, là, très peu de ce projet de loi, somme toute, dans les médias ou dans le discours public au Québec en ce moment. On parle quand même d'une soi-disant constitution que la CAQ propose. Ai-je tort? Est-ce qu'en fait, on en discute abondamment et c'est simplement moi là, qui ai mal vu les choses, ou c'est peut-être surprenant qu'on parle relativement peu d'un projet de loi qui a potentiellement une très grande portée? Écoutez, le projet de loi a suscité, oui, des réactions dans les médias. Il y a eu quelques textes d'opinion qui ont été publiés, quelques textes plus descriptifs, mais on ne peut pas dire que le projet de loi a suscité un grand débat public. On a déjà eu des grands débats publics au Québec, mais pour un sujet tel que une constitution du Québec, si c'est vraiment une constitution, on n'a pas eu, disons, un débat à la hauteur de ce qui est annoncé. Il y a eu un débat, je dirais, plutôt chez certains spécialistes ou genre de personnes qui suivent de près la vie politique québécoise, mais je dirais que c'est dans certains milieux qui aiment bien discuter de droit public. Mais il y a eu, oui, quelques réactions chez quelques groupes, favorables ou défavorables, mais effectivement, je ne dirais pas que le grand débat attendu est né. Vous semblez critique du projet de loi constitutionnel, ou du moins du projet de loi qui aurait des portées ou une portée constitutionnelle, et pourquoi? Écoutez, critique, c'est-à-dire je ne suis pas exprimé pour dire que le projet est mauvais ou bon en soi. J'essaie tout simplement de donner quelques éléments d'analyse pour y voir plus clair, et les gens s'en feront l'opinion qu'ils voudront. Alors, la première chose que j'ai voulu dire, et ça peut peut-être surprendre, c'est que pour moi, on n'est pas en présence d'une véritable constitution. Pourquoi? Écoutez, ça fait longtemps qu'on a ce débat au Québec d'adopter une constitution pour le Québec en tant qu'État fédéré au sein du Canada, parce que bon, les souverainistes ont déjà rêvé d'une constitution, mais pour un Québec indépendant. Et il faut savoir que dans les régimes fédéraux à travers le monde, c'est assez commun que les États fédérés aient un document solennel qu'ils appellent Constitution. On voit ça aux États-Unis, on voit ça en Allemagne, en Suisse. Mais au Canada, à mon avis, on n'a pas véritablement de constitution pour les États provinciaux. La raison pour laquelle c'est ainsi, c'est que, bon, la plupart des États provinciaux ont suivi la bonne vieille tradition britannique où on se contente finalement de grands principes hérités de la tradition, de conventions, et il y a des règles qui concernent l'État, son organisation, mais qui sont dispersées dans toutes sortes de lois. On n'a jamais senti le besoin de codifier tout ça. Et par ailleurs, on n'a jamais non plus tenté de ramasser tout ça dans une loi solennelle qui serait approuvée par la population. Et là, j'en viens finalement à mon point central, c'est que dans la tradition politique démocratique en Occident, une constitution, c'est une loi suprême, mais qui émane du peuple, de la population en tant que telle. Et donc, c'est pas une simple loi ordinaire, même si on peut l'adopter à la suite de procédures plus compliquées. C'est une loi qui associe le peuple par différentes façons, soit parce qu'on crée une convention élue spécialement pour rédiger la Constitution, ou alors on va soumettre à tout le moins le texte final au peuple par référendum.
Mais est-ce qu'il y a d'autres provinces qui ont traversé un processus similaire, dans le sens qu'ils ont soumis un texte qui aurait l'allure d'une... Non, c'est pour cette raison-là qu'au Canada, à mon avis, il n'y a pas de constitution d'États provinciaux au sens de cette tradition politique de la Constitution. Il y a ce que les juristes appellent une constitution matérielle, c'est-à-dire que ça veut pas dire qu'il y a un vide, c'est-à-dire que oui, il y a toutes sortes de règles qui concernent l'organisation des États provinciaux et la protection des droits, mais c'est des règles dispersées aux statuts divers. C'est comme une grande salade composée. Mais on n'a jamais senti le besoin de ramasser tout ça dans un grand texte et non, encore moins de soumettre ce texte à la population. Parce que là, ici, on a une succession de textes, j'allais dire fondamentaux, de lois qui ont été approuvées dans le passé, là, qui ont tous, un élément fondateur qu'on appelle, fondamental pour ce qui est du Québec, la protection contre les intrusions potentielles d'Ottawa. Et là, ça en fait une série. On se pose la question, pourquoi une supposée constitution en ce moment, qu'on a déjà plusieurs textes fondamentaux, et en rajouter un par-dessus, là, la loi 1 se dit, j'ai oublié le nom, la loi fondamentale de toutes les lois ou quelque chose comme ça. On n'entre pas dans la confusion en ce moment? C'est-à-dire que, effectivement, c'est un des points que je soulève, c'est que d'un côté, comme je l'ai expliqué, c'est pas vraiment une constitution au sens politique et démocratique du terme. Bon, les juristes diront que c'est peut-être une constitution juridique, mais dans les faits, comme vous le dites, c'est une loi fondamentale, c'est-à-dire une loi qui touche à des principes importants de l'organisation de l'État du Québec. Mais des lois fondamentales, on en a déjà, et je dirais que la CAQ se distingue en tant que gouvernement par la multiplication de ces lois fondamentales. On a déjà la Charte québécoise de 1975 qui protège les droits et libertés. La loi 101 s'est acquis par ces différentes réformes le statut de loi fondamentale. Une juge de la Cour supérieure a dit que la loi 99 sur les prérogatives du peuple du Québec, qui avait été adoptée par Lucien Bouchard en 2000, a l'équivalent d'une loi fondamentale. La CAQ vient d'adopter une loi sur l'intégration nationale comme modèle d'intégration. Il la considère comme une loi fondamentale. Et là, on ajoute une autre couche qui serait comme une espèce de super loi fondamentale et qui renvoie d'ailleurs à toutes ces lois parce qu'en fait, quand vous lisez le texte de ce qui est proposé, on reconnaît beaucoup d'articles ou de principes qui sont déjà énoncés ailleurs. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'éléments nouveaux, mais il y en a quelques-uns, mais dans l'ensemble, on reconnaît ce qui est déjà énoncé ailleurs. Et par exemple, beaucoup des principes qui sont dans la loi 99, adoptée par le Parti québécois en 2000, se retrouvent dans ce que la CAQ appelle sa constitution. En fait, il aurait pu, plutôt que de soumettre un texte comme celui-là, tout simplement reprendre la loi 99 de 2000 qui existait déjà et l'améliorer. Mais bon, il a sans doute préféré cette voie-là parce qu'il veut montrer à tout prix qu'il a fait son propre texte. Mais effectivement, ça ajoute un élément de complexité dans lesquels, à mon avis, petits citoyens qui sont pas formés au droit vont se reconnaître. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que c'est plutôt une mesure électoraliste? Là? Je ne veux pas tomber dans les sondages et les analyses quotidiennes des intentions de vote, mais on ne peut pas s'empêcher de poser la question pourquoi maintenant, alors que la CAQ est au fond des sondages, on nous sort un projet de loi qui est quand même assez compliqué à comprendre et comme vous l'avez dit, est-ce que ça aurait pu simplement être une modification de la loi 99? Pourquoi arriver avec une constitution maintenant, à la fin d'un mandat d'un gouvernement qu'on sait qu'il risque de pas être... Allez-y. Effectivement, vous soulevez un bon point, mais là, c'est une question qui sort de je dirais, d'un choix législatif, de politique législative. Évidemment, c'est une question d'opportunité politique. Pourquoi à la fin d'un deuxième mandat? Par ailleurs, une chose qu'il aurait pu faire et qui, à mon avis, aurait beaucoup honoré la CAQ, ça aurait été non pas de déposer un projet de loi qui est assez compliqué parce qu'il y a plusieurs parties et est déjà tout ficelé, mais tout simplement d'adopter un projet de loi sur le processus constituant, c'est-à-dire qui met en place un processus qui va se poursuivre après les prochaines élections. Donc, et ça aurait été une manière très claire de dire aux Québécois, voilà,
on va mettre en branle le processus et après les élections, on va mandater une commission spéciale de l'Assemblée nationale qui va justement préparer ce texte. Et donc, en faisant cela, il aurait pu faire en sorte que la question constitutionnelle soit présente comme thème des prochaines élections. Les Québécois n'auront pas été pris par surprise. Ils se seraient préparés à ce débat. Puis après les élections, alors on aura évidemment un gouvernement élu, quel qu'il soit, et qui aura appliqué ce processus. Bon, mais c'est pas la voie choisie par la CAQ. La CAQ a choisi une voie où il dépose un projet de loi qui contient le mot majestueux de constitution. Et c'est un projet qui comporte d'une part ce qu'il appelle une constitution qui tient en quelques articles sur 7 pages. Ensuite, il ajoute un projet de loi qui régit les relations intergouvernementales du Québec, donc avec le reste du Canada et Ottawa. C'est un peu comme ça que je la comprends. Je l'ai feuilleté, j'ai feuilleté le projet de loi et j'ai compris que la Constitution était essentiellement un bouclier contre les intrusions ou interventions, appelez ça comme vous voulez, potentielles du gouvernement fédéral et des juges fédéraux dans les décisions et lois émanant de l'Assemblée nationale du Québec. Je l'ai compris un peu comme ça. Est-ce que c'est sa raison d'être principale, cette Constitution, c'est de finalement donner des armes ou un bouclier au Québec en ce qui a trait à l'intrusion venant du gouvernement fédéral? Oui, effectivement, il y a des boucliers. Certains éléments du bouclier sont dans la partie qui s'appelle Constitution. D'autres éléments se trouvent plutôt dans le projet de loi qui touche les relations intergouvernementales. Et effectivement, il y a plusieurs mesures qui sont mises en place pour, affirmer la souveraineté de l'Assemblée nationale vis-à-vis soit des interférences fédérales ou vis-à-vis même des tribunaux qui doivent interpréter les lois québécoises. Il veut même empêcher que des organismes publics du Québec utilisent les fonds publics pour contester certaines lois québécoises considérées d'intérêt national. Et on trouve même des directives parfois très précises qui sont adressées aux juges en leur disant vous devez interpréter les droits fondamentaux de telle façon, telle autre, et on voit même interdire aux juges de soulever d'eux-mêmes une question d'invalidité des lois québécoises, à moins évidemment que les parties eux-mêmes dans un procès ne le fassent. Donc, il y a quand même, comme vous le dites, des boucliers, mais à mon avis, ils sont quand même fragiles ou présentent des éléments de fragilité. Dans quelle mesure ça va résister aux tests judiciaires, je ne le sais pas. Donc, il y a quand même beaucoup de paris qui sont supposés dans ce projet. Et par ailleurs, par exemple, quand vous lisez le projet de loi qui touche plutôt les affaires intergouvernementales, on veut, par exemple, assujettir l'ensemble des organismes publics du Québec, y compris le secteur éducation, à une espèce de réglementation qui touche leur relation avec l'État fédéral en vue justement d'interdire ces organismes, si une telle interdiction est prévue, de toucher des subventions fédérales ou d'avoir des relations avec des organismes fédéraux ou même d'avoir des entreprises de communication communes. Mais en fait, tout ce on met en place, c'est la possibilité de leur interdire de commettre ces actions. On se donne des armes. On se donne des armes, ça ne veut pas dire qu'on va les utiliser. Et moi, par exemple, je souligne dans mon texte le fait que, par exemple, les universités québécoises touchent des subventions fédérales très considérables qui orientent, organisent même la recherche et ont des impacts même sur les enseignements universitaires. Et puis, se plaignent de l'intrusion du fédéral par la suite. Mais comme l'observe l'ancien recteur de l'UQAM, M. Claude Corbeau, j'utilise le propre mot qu'il utilise dans un récent ouvrage. On chiale beaucoup, mais on touche quand même les subventions. Donc, est-ce que ce régime-là de subventions fédérales touchées par les universités sera quelque peu affecté par les mesures prévues par le projet de loi numéro 1?
on peut se poser la question. J'aimerais revenir sur le mot constitution, parce qu'une constitution, vous le mentionnez dans votre texte, en général, c'est approuvé par référendum, ou du moins, j'imagine, dans certains pays, ça a été, où un texte similaire à une constitution a été approuvé par une supramajorité dans la Chambre basse, la Chambre législative. Ici, au Québec, la loi 1, donc la Constitution québécoise, serait, en théorie, approuvée par une simple majorité à l'Assemblée nationale. Est-ce que ça cause problème le fait qu'on appelle ceci une constitution sans que ça soit soumis par voie de référendum directement au peuple ou du moins une supramajorité dans la Chambre législative? Ben, écoutez, ça c'est un autre aspect important que vous touchez parce que dans les pays dits de souveraineté parlementaire qui ont hérité donc de la tradition britannique du parlementarisme, on a toujours fait objection à la possibilité qu'un parlement souverain soit soumis à une constitution ou à une loi dite supérieure. Et, évidemment, dans un cadre fédéral, le Québec est soumis à la Constitution fédérale. Mais est-ce que l'Assemblée nationale peut, entre la Constitution fédérale et lui, créer comme un autre ordre, mais supérieur à la loi québécoise? Et c'est un peu ce qu'on essaie de faire. C'est une espèce de constitution qui serait quand même soumise à la Constitution fédérale, mais qui elle-même créerait des règles prépondérantes sur les lois ordinaires du Québec. Alors, il y a toutes sortes de discussions théoriques, sans rentrer trop dans les détails, mais je dirais qu'une pratique a émergé dans les pays de tradition britannique qui fait en sorte qu'un Parlement peut quand même prévoir des procédures d'adoption plus lourdes, plus contraignantes, pour donner à certaines lois une valeur prépondérante ou supralégislative. Donc, techniquement, oui, l'Assemblée nationale pourrait dire, par exemple, ce projet-là que nous appelons Constitution ne pourra être modifié que par une majorité qualifiée. Ça modifié, mais il faudrait qu'il soit approuvé en premier lieu par une oui, mais en premier lieu, on ne fera la règle existante, c'est la majorité simple. Le gouvernement peut toujours essayer, pour justement marquer le coup symboliquement, d'essayer d'avoir au moins l'appui d'un autre parti pour soit atteindre les 2/3 ou du moins une majorité supérieure à la simple majorité dont il dispose en tant que parti majoritaire. Donc, c'est l'aspect, je dirais, qui, en fait, une constitution n'acquiert de valeur qu'eu égard souvent au contexte de son adoption et eu égard également à la crise ou aux problèmes qu'elle veut solutionner. Et donc, le contexte, est-ce qu'il y a urgence pour adopter ce texte? Est-ce qu'il y a eu un grand débat public? Est-ce qu'on est capable de créer un consensus transpartisan ou est-ce que ce sera l'œuvre d'un parti contre l'opposition? Alors, ce sont tous des éléments qui vont peser sur justement la valeur que va acquérir ce texte qui est adopté. Est-ce qu'il pourrait y avoir des conséquences au sein du fédéralisme canadien? Bon, est-ce que d'autres provinces, je pense à l'Alberta notamment, mais qui sait, peut-être même l'Ontario, la Saskatchewan, la Colombie-Britannique notamment, qui pourraient s'en inspirer ou du moins qui pourraient contester la chose en disant que la Constitution canadienne s'applique avant toute, entre guillemets, constitution provinciale potentiellement adoptée, peu importe la province? Écoutez, ce qui est intéressant dans le projet, c'est que on veut aussi créer une institution nouvelle qu'on appelle le Conseil constitutionnel du Québec. À ne pas confondre avec le Conseil constitutionnel qui existe en France. En France, c'est comme un tribunal suprême qui touche aux questions constitutionnelles et électorales. Le Conseil constitutionnel qui est prévu, c'est plus une espèce Il nous reste une minute. d'organisme interne à l'Assemblée nationale qui donnerait des avis quand le gouvernement ou l'Assemblée le lui demande, des avis sur l'application ou l'interprétation de la Constitution que la CAQ veut adopter ou sur l'impact des initiatives fédérales, sur les compétences et l'autonomie québécoise. Et cette idée-là, en fait, le Québec l'emprunte à à une loi qui a été adoptée par l'Alberta, qui avait prévu une espèce d'organisme pouvant se prononcer sur l'impact des initiatives fédérales sur les intérêts de l'Alberta. Et donc, en fait,
en conclusion? Dans le Conseil constitutionnel projeté, il y a à la fois, on voit une petite influence albertaine, mais aussi, je vous dirais que, par exemple, Jean Drapeau, quand il était dans l'opposition, après avoir été maire, fin des années 50, lui-même avait préconisé la création d'un Conseil constitutionnel. Sur ce, Marc... oui, vite, rapidement. Donc, c'est ça. C'est une idée qui fait une synthèse. Marc Chevrier, professeur au département de sciences politiques de l'UQAM, vous signez un texte, Le Québec dans l'Union canadienne, à propos d'une constitution prétendue sur le site agora.qc.ca. Un grand merci. Merci bien. Après la pause, on discute du budget fédéral avec Gabriel Giguère de l'IEDM.